Alors, le magazine The Economist vient de publier son rapport annuel The World Head 2026 dans un contexte très tendu. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, les tensions mondiales augmentent et les grandes économies prennent des risques sérieux avec leurs finances. Clairement, le climat, il est instable. Et pour sa 40e édition, le magazine identifie les 10 grandes tendances censées façonner 2026. On y parle notamment des 250 ans des États-Unis, de l'explosion de l'intelligence artificielle, présentée comme un moteur central du futur. Un point très important ressort, c'est que l'Occident perd du poids. En 2000, l'Union européenne représentait 25% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, elle est passée sous les 15%. Et ce recul change complètement l'équilibre mondial. Un petit point sur la couverture du magazine, vue par certains comme un oracle, cette couverture a également fait beaucoup parler. Une fausse version a circulé récemment, mais là, ce que vous avez à l'écran, il s'agit bien de la vraie, publiée officiellement par The Economist. Bon, avant de commencer, si vous souhaitez me donner de la force, n'hésitez surtout pas en likant la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est 104 000 sur la chaîne, et sur la chaîne, une vidéo quasiment tous les jours. Je vous rappelle également que j'ai un groupe Telegram en description. Il est entièrement gratuit, totalement gratuit. Dessus, je partage tout un tas d'informations. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On est 4500. Allez, on commence. Alors, le premier grand sujet mis en avant par The Economist concerne un événement majeur en 2026. Les États-Unis fêteront les 250 ans de leur déclaration d'indépendance. Sur le papier, cet anniversaire devrait être un moment de fierté nationale, d'unité et de célébration collective. Mais dans la réalité, tout indique que ce sera surtout une source de tension et de division. Aujourd'hui, l'Amérique est profondément coupée en deux. La vision du pays change radicalement selon que l'on parle à un républicain ou à un démocrate. Il n'y a plus un seul récit commun, mais deux lectures totalement opposées du passé, du présent et de l'avenir des États-Unis. Et donc, on a deux camps, deux mémoires, deux visions incompatibles. Et cette situation, elle sort pas de nulle part. En 2016, le Congrès avait créé une commission appelée American 250 pour organiser cette célébration de manière équilibré. Mais depuis, le climat politique s'est fortement détérioré. Par exemple, avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Cette question est devenue encore plus sensible. Donald Trump a mis en place la Task Force 250 pour préparer une célébration qu'il veut grandiose. Il a aussi signé des décrets visant à imposer une version très idéalisée de l'histoire, notamment dans les écoles publiques. Et l'objectif affiché, très simple, présenter les pères fondateurs sans critique, sans nuance et restaurer ce qu'il appelle la raison dans l'enseignement de l'histoire. Les historiens américains, eux, ont immédiatement réagi. Pour eux, il ne s'agit pas de rétablir la vérité, mais au contraire de la déformer. Ils parlent d'une réécriture dangereuse de l'histoire au service d'un discours politique. D'ailleurs, un professeur d'histoire avertit que ces commémorations risquent de devenir une arme de plus dans la guerre culturelle servant à diviser plutôt qu'à unir. Et chaque camp rejettera la faute sur l'autre, renforçant encore la méfiance. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est cet anniversaire va-t-il renforcer une identité fermée, nationaliste ou excluante, ou servira-t-il à justifier de nouvelles interventions politiques ou militaires au nom de l'exceptionnalisme américain? Parce que comme l'a souligné le New York Times, on se dirige vers un patriotisme polarisé avec deux Amériques qui coexistent sans comprendre, deux récits qui s'affrontent encore une fois. Et ce que montre cette situation, c'est une chose très simple. Même l'identité nationale peut devenir un champ de bataille politique. Et ça, clairement, c'est pas qu'un problème américain. Le deuxième grand thème mis en avant par The Economist concerne l'évolution de la situation géopolitique mondiale. Alors la question est très simple. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle guerre froide ou un monde totalement désordonné et instable? Parce que depuis un moment déjà, les experts débattent. Certains pensent qu'on vit une guerre froide 2.0 avec deux blocs principaux, les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, et d'autres estiment que Donald Trump veut plutôt un partage du monde par zone d'influence, un peu comme autrefois entre Washington, Pékin et Moscou. Et dans ce scénario, chaque grande puissance contrôlerait sa zone et ferait à peu près ce qu'elle veut chez elle sans trop se soucier des autres. Une sorte de pacte tacite, on va dire pacte tacite, tu touches pas à mes affaires, je touche pas aux tiennes. Mais The Economist est clair, il ne faut compter ni sur l'un ni sur l'autre. Selon le magazine, le monde de 2026 pourrait être bien plus chaotique, plus instable et surtout plus imprévisible que ces deux modèles trop simples. Et donc la réalité ne rentre plus dans les cases du passé. Parler de nouvelle guerre froide peut sembler logique parce que les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent, commerce, technologie, armée, influence mondiale. Mais selon The Economist, réduire la situation à ça, c'est dangereux parce que ça donne l'impression que le monde est figé en bloc rigide. Alors qu'en réalité, il y a tout un tas de pays qui refusent de choisir un camp, des puissances comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud qui, eux, cherchent à garder leur indépendance stratégique. Elles commercent avec la Chine tout en collaborant avec l'Occident. Elles jouent
sur plusieurs tableaux. Et donc, l'idée d'un partage du monde avec les États-Unis dominant le continent américain, la Chine contrôlant l'Asie-Pacifique, la Russie imposant sa loi à ses voisins, ressemble surtout à un retour en arrière colonial et ça correspond pas du tout à la complexité actuelle. Aujourd'hui, il y a de nouvelles puissances régionales comme la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite qui mènent leur propre stratégie. Elles ne sont ni totalement alignées, ni complètement opposées au grand bloc. Elles défendent leurs intérêts, point final. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans un monde sans direction claire, sans règles vraiment respectées, comme un navire sans capitaine. Les grandes institutions créées après 1945, comme l'ONU, le FMI, l'OMC, perdent leur autorité dès que les superpuissances les ignorent ou les contournent. Par exemple, Trump, par le passé, a déjà montré son mépris pour l'OTAN et l'ONU. Et en 2026, il pourrait privilégier des accords bilatéraux opportunistes que le multilatéralisme. Et de son côté, la Chine pousse pour ses propres structures. On peut penser au BRICS élargi, on peut penser à la Banque asiatique d'investissement qui réduit progressivement l'influence de l'ordre occidental traditionnel. Et donc, en résumé, 2026 pourrait nous montrer si on entre dans une ère de compétition totale et incontrôlée ou si un nouvel équilibre commence, lentement, mais commence à apparaître. Et jusqu'ici, on voit déjà deux choses très claires. Une superpuissance qui fête son histoire en étant profondément divisée et un ordre mondial de plus en plus flou. Mais il y a une autre inquiétude qui se profile. Et si la frontière entre guerre et paix devenait presque invisible? Et c'est là que The Economist nous amène sur le prochain sujet. Et franchement, c'est un poil inquiétant, ça sent pas vraiment bon. Alors le troisième point abordé, il est clair. En 2010, on ne saura pas si on est en temps de guerre ou en temps de paix. Et selon The Economist, on pourrait être dans les deux à la fois. Avec un peu de chance, la fragile trêve au Moyen-Orient, notamment avec l'accord trouvé à Gaza, tiendra et empêchera une guerre régionale massive. Mais ne rêvons pas trop. Plusieurs conflits continueront sans relâche. Par exemple, la guerre en Ukraine restera violente et meurtrière. Au Soudan et en Birmanie, les guerres civiles se poursuivront. Et ailleurs, de vieux conflits pourraient facilement se rallumer. Puis en parallèle, les grandes puissances comme la Russie, la Chine et même les États-Unis continueront de tester la solidité de leur alliance à travers ce qu'on appelle des zones grises. Maintenant, une question très simple. Qu'est-ce qu'une zone grise? Ce sont des actions agressives, mais volontairement floues, situées juste en dessous du seuil d'une guerre officielle. Assez grave pour provoquer, mais pas assez clair pour déclencher une vraie riposte militaire. Quelques exemples concrets. Des avions russes qui harcèlent des bases de l'OTAN. Des cyberattaques massives contre des infrastructures occidentales ou l'inverse. Mais voilà, des cyberattaques massives attribuées à des hackers patriotiques. Un autre exemple, des milices maritimes chinoises qui intimident des navires en mer de Chine méridionale. Des manœuvres provocatrices dans les Caraïbes ou ailleurs. Vous avez compris. Et tout ça maintient une pression constante sans franchir la ligne rouge du conflit direct. Le résultat, un monde sous tension permanente. Et dans ce contexte, la frontière entre guerre et paix devient de plus en plus floue. Les tensions, elles apparaîtront là où on les attendait pas forcément. Par exemple, dans l'Arctique, rendu plus accessible par la fonte des glaces. Dans l'espace, avec des satellites ciblés par des hackers ou des armes anti-satellites. Sous les océans où passent les câbles Internet intercontinentaux vulnérables au sabotage. Dans le cyberespace où des attaques silencieuses ont déjà lieu chaque jour sans que le public ne sache. Vous avez compris. Et pour les citoyens, ça signifiera une nouvelle normalité. Une normalité militaire. Pas de guerre déclarée, mais plus de lois sécuritaires, plus de surveillance, plus de contrôle, toujours justifié par des menaces diffuses. Des prétextes parfaits. Et la zone grise devient alors une excuse permanente pour maintenir un climat de peur et une excuse permanente pour renforcer la militarisation. Un autre exemple. Le sabotage du gazoduc sous-marin Nord Stream en 2022. Même sans coupable officiellement désigné, les gouvernements ont renforcé la présence militaire et élargi les pouvoirs de surveillance. Et donc, ce scénario, il est inquiétant. Parce que on ne parlera ni de paix réelle, ni de guerre officielle, mais d'un état de tension continue, presque normalisé. Et donc, 2026 pourrait ressembler à un baril de poudre humide. Pas encore totalement en feu, mais qui fume de toutes parts. Et ce genre d'ambiance, c'est parfait pour une chose, imposer toujours plus de contrôle social. Et clairement, dites-moi ce que vous en pensez, mais clairement, c'est pas une bonne nouvelle. Quatrième point mis en avant par The Economist, l'Europe est en difficulté. Et pas sur un seul plan, mais sur plusieurs fronts en même temps. Le contexte géopolitique actuel met le continent sous pression. L'Europe a trop de problèmes, doit jongler avec trop de problèmes à la fois. D'un côté, elle doit augmenter ses dépenses militaires face à la menace russe et
Au doute grandissant sur la fiabilité des États-Unis, Trump par le passé a montré une attitude très tiède vis-à-vis de l'OTAN et ça laisse planer une vraie incertitude. Le résultat, l'Europe se réarme. En 2024, par exemple, les dépenses militaires européennes ont connu leur plus forte hausse annuelle depuis la fin de la guerre froide, plus 17%, dépassant même les niveaux de 89. L'Allemagne a augmenté son budget militaire de 28%, la Pologne de 31% et de plus en plus de pays de l'OTAN atteignent le fameux seuil des 2% du PIB consacré à la défense. Certains parlent même de 5%, mais ça c'est un autre débat et on en a déjà parlé. On en a déjà parlé sur la chaîne. Mais le problème, c'est que tout ça coûte extrêmement cher. Et c'est là qu'arrive le second front, les finances publiques. Après la pandémie et la crise énergétique, il y a de nombreux pays européens qui traînent des déficits massifs et des dettes records. Par exemple, la France, 112% de dette publique. L'Italie, 137%. L'Espagne, plus de 100%. Et la majorité des pays sont dans la même situation. En moyenne, la zone euro affiche une dette proche de 90% du PIB, alors que la limite théorique est de 60%. Clairement, les États vivent au-dessus de leurs moyens. Et tôt ou tard, ils devront choisir. Soit réduire brutalement les dépenses, on parlera d'austérité, soit risquer une crise de la dette. Mais imposer une austérité sévère dès l'année qui vient pourrait plonger l'Europe dans une récession profonde dont on sortirait peut-être pas avant des décennies. Et en plus de tout ça, l'Europe veut tout faire. Il veut rester allié militairement aux États-Unis, renforcer sa défense, soutenir la croissance, investir dans la transition verte, défendre le libre-échange, lutter contre le changement climatique, tout en rééquilibrant ses comptes publics. Sur le papier, ça paraît noble, mais en réalité, c'est impossible. La Banque centrale européenne rappelle une chose très simple. Pour chaque point supplémentaire de déficit, la charge annuelle des intérêts augmente de 0,3% du PIB. La fête de la dette a donc une limite très nette. Puis il n'y a pas que la BCE qui prévient, le FMI et l'OCDE préviennent que si rien ne change, la dette totale de la zone euro pourrait atteindre les 110% du PIB en 2030. Et là, ça devient vraiment inquiétant. Parce que si les marchés obligataires étaient amenés à se rebeller et que les investisseurs étaient amenés à exiger des taux d'intérêt insupportables comme avec la Grèce en 2010 ou le Royaume-Uni en 2022, l'Europe serait forcée de couper drastiquement dans ses dépenses. Et ce genre de décision, ça alimente le sentiment que Bruxelles écrase les classes populaires. Puis, la perte de poids de l'Europe dans l'économie mondiale, c'est pas un hasard, j'en ai parlé au début de la vidéo. L'Europe est passée de 25% du PIB mondial à 15%. Cette chute, elle reflète des décennies de surréglementation, de bureaucratie lourde et d'autosatisfaction qui ont freiné l'innovation et la croissance. Pendant que les États-Unis et l'Asie investissaient massivement dans les hautes technologies, l'Europe a pris du retard en productivité avec un secteur public qui a grossi plus vite que son économie réelle. Le résultat, moins d'influence internationale, moins de marge financière et plus de dépendance vis-à-vis des grandes puissances étrangères. L'Europe aime se présenter comme un modèle social et moral, défenseur des valeurs, de l'éthique et du climat. Mais la réalité ressemble à une couverture trop courte. Si elle se protège la tête, elle se découvre les pieds. Cinquième point mis en avant par The Economist, la Chine pourrait profiter du vide laissé par l'Occident. Pendant que les pays occidentaux se débattent avec leur propre crise, 2026 pourrait offrir une vraie fenêtre stratégique à Pékin. Et le fait que The Economist le souligne, est loin d'être anodin. Avec Donald Trump et sa politique agressive America First, ses droits de douane, sa coopération internationale réduite et son désengagement de certains forums, la Chine a une carte à jouer. Elle peut se présenter aujourd'hui comme une alternative plus stable et plus ouverte sur le monde. Et ça a déjà commencé. En 2025, Pékin a surpris en jouant les médiateurs dans un accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Elle a invité des dizaines de dirigeants au forum des nouvelles routes de la soie et s'est positionnée face au Sud global comme championne de l'investissement et du développement, pendant que Washington multipliait les reproches envers ses propres alliés. Et en 2026, la Chine pourrait continuer cette stratégie de séduction en proposant commerce, infrastructure et technologie aux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui se sentent délaissés ou méprisés par l'Occident. Après, tout n'est pas rose pour autant. Sur le plan interne, la Chine fait face à de sérieux problèmes économiques. Le pays risque une déflation, c'est-à-dire une baisse générale des prix, signe d'une demande faible et d'un ralentissement économique. La période des croissances à 10% par an, c'est terminé, c'est le passé. Aujourd'hui, Pékin vise plutôt 4 à 5%. Ce qui est un changement majeur. On observe aussi une surproduction dans plusieurs secteurs, acier, ciment, véhicules électriques. L'économie tourne
parfois à vide. Le secteur immobilier, ancien pilier de la croissance, est en crise. Des géants comme Evergrande se sont effondrés. Et aujourd'hui, on voit apparaître des quartiers entiers vides, des villes fantômes, tandis que la dette des collectivités locales explose. Et selon la FMI, la dette publique élargie de la Chine, incluant les gouvernements locaux, atteignait déjà 147 000 milliards de yuan fin 2023. Et si on ajoute la dette des entreprises et des ménages, on dépasserait les 350 000 milliards de yuan, soit environ 3 fois le PIB chinois. C'est un poids énorme qui limite la capacité de Pékin à relancer son économie uniquement par le crédit. Autre point clé, la consommation reste faible. Les ménages chinois dépensent moins de 40% du PIB contre environ 60% en moyenne dans le reste du monde. Pourquoi? Parce que les salaires sont modestes, les pensions faibles et que beaucoup épargnent par manque de protection sociale solide. Le résultat, la Chine dépend encore fortement de la demande extérieure. Et le problème, c'est que cette demande est menacée par les droits de douane de Trump et par le ralentissement économique mondial. Et donc, c'est pas un terrain totalement confortable. Malgré tout, 2026 pourrait permettre à la Chine de se présenter comme un leader alternatif en attirant les pays lassés de l'imprévisibilité américaine. Et Pékin cherchera sans doute à multiplier les accords commerciaux en Asie-Pacifique, à renforcer sa présence en Europe en exploitant ses divisions et à consolider des organisations internationales où l'Occident pèse moins. Après, attention au récit simpliste, la Chine gagne, l'Occident perd. Pékin a aussi ses faiblesses structurelles. Sa population commence à diminuer. En 2022, elle a reculé pour la première fois depuis des décennies. Le chômage des jeunes a dépassé les 20% au point que le régime a cessé de publier les chiffres. Et le contrôle strict du Parti communiste pourrait finir par étouffer l'innovation à long terme. Et donc, en résumé, la Chine se présente comme un moteur du monde émergent et elle l'est en partie. Mais en interne, elle met surtout des rustines pour éviter un ralentissement profond et durable. 2026 permettra d'y voir plus clair. Sixième point souligné par The Economist, l'économie mondiale inquiète sérieusement. Le mot-clé, c'est la dette. Une dette massive proche de la saturation avec un vrai risque de crise. Alors le magazine rappelle que l'économie des États-Unis s'est montrée plus solide que prévu malgré les politiques de Donald Trump. Beaucoup annonçaient un effondrement il y a déjà 2 ans, mais ça s'est pas produit. En 2025, les États-Unis ont continué de croître malgré les droits de douane et les tensions commerciales. Mais le problème, c'est que ces mêmes droits de douane pourraient maintenant ralentir non seulement l'économie américaine, mais aussi la croissance mondiale. Quand la première économie du monde rend le commerce plus cher, tout le système en ressent les effets. Et ça, on va pas y échapper. D'ailleurs, selon le FMI, la croissance mondiale devrait rester modérée, autour de 2,4%, avec un commerce international qui progressera de plus en plus lentement. Mais le vrai signal d'alarme, c'est la dette. Depuis des années, les pays riches vivent au-dessus de leurs moyens en profitant d'un argent presque gratuit grâce à des taux d'intérêt très bas. Et maintenant que les taux ont fortement augmenté, le risque d'une crise sur le marché obligataire devient bien réel. Alors pour faire simple, les États-Unis, l'Europe et le Japon ont accumulé des montagnes de dettes quand emprunter ne coûtait presque rien. Mais en 2026, avec une inflation qui maintient des taux élevés, cette dette coûte beaucoup plus cher à rembourser. Et même si les taux baissent un peu, ils resteront bien plus hauts que lors de l'émission de cette dette. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, la dette mondiale a atteint un record historique de 313 000 milliards de dollars. Ça représente environ 330% du PIB mondial. C'est colossal. Il y a à peine 10 ans, cette dette était de 210 000 milliards. Et plus de la moitié de cette hausse vient des pays dits développés, comme les États-Unis, la France et l'Allemagne. Autre problème, les déficits publics. Les déficits publics n'ont pas retrouvé leur niveau normal après la pandémie. Dans beaucoup de pays avancés, ils restent 2 fois plus élevés qu'avant 2020. Et la question aujourd'hui, elle est très simple. Jusqu'où peut-on tirer sur la corde? Et donc, les investisseurs pourraient finir par perdre patience et exiger des taux encore plus élevés pour continuer de prêter. Ce qui créerait un cercle vicieux. Plus de dettes, plus d'intérêts, plus de pression, donc plus de fragilité. Et d'ailleurs, la Banque d'Angleterre a déjà averti que les marchés financiers mondiaux pourraient vaciller si la confiance des investisseurs change brutalement. Son comité de politique financière a parlé d'un risque réel de correction brutale. À l'origine, cet avertissement est visé la possible bulle de l'intelligence artificielle, mais il s'applique tout autant à la bulle de la dette publique. Et The Economist insiste fortement sur ce point, preuve que le sujet n'est pas secondaire. Et donc, en clair, pour faire simple, on marche sur un fil et il commence sérieusement à se tendre. Les amis, si vous êtes encore avec moi et que vous souhaitez me donner de la force, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. On va poursuivre avec l'intelligence artificielle. C'est le 7e grand thème mis en avant par The Economist. Pour le magazine, l'IA est la star incontestée de 2025 et devrait encore dominer l'actualité en 2026. Alors selon eux, l'intelligence artificielle provoque une explosion des dépenses. Construction massive de centres de données, investissements colossaux dans les puces spécialisées, notamment les GPU produits par Nvidia, et création incessante de startups d'apprentissage automatique.
automatique qu'on appellera le machine learning, souvent valorisé en milliards, parfois sans base économique solide. Et tout ça pourrait masquer des faiblesses structurelles profondes, surtout aux États-Unis, où une très grande partie de la croissance repose justement sur ce secteur. Et donc la question elle est simple, est-on face à une vraie révolution technologique ou à une bulle spéculative sur le point d'éclater? La fièvre autour de l'intelligence artificielle repose en grande partie sur la flambée des actions de géants comme Nvidia, Microsoft ou Tesla, dont les valorisations ont atteint des sommets. The Economist souligne que les performances du SP500 sont largement tirées par une poignée de grandes entreprises technologiques, pendant que beaucoup d'autres stagnent. Et ce déséquilibre peut ressembler à une euphorie dangereuse. Alors selon eux, la situation rappelle la bulle Internet de la fin des années 90, quand n'importe quelle entreprise avec .com dans son nom était valorisée en milliards de dollars, même sans revenu réel. Alors c'est peut-être différent aujourd'hui, mais au fond, on retrouve le même dilemme. D'un côté, l'intelligence artificielle pourrait effectivement transformer l'économie, améliorer la productivité, créer de nouveaux métiers, changer profondément notre façon de travailler, comme Internet l'a fait en son temps. Et dans ce cas, l'énorme afflux d'argent serait justifié. Mais de l'autre, elle pourrait n'être qu'une bulle moderne comparable à la folie des tulipes, dont l'explosion révélerait une économie bien plus fragile qu'on ne le croit. Et donc 2026 sera une année test pour cette double réalité. On pourrait voir apparaître les premiers gros échecs d'entreprises qui ont trop promis en matière d'intelligence artificielle sans être capables de délivrer. Et on pourrait aussi assister à une montée de la contestation sociale contre la surveillance généralisée, qu'elle soit au travail ou par l'État. Mais ignorer la réalité ne fait pas disparaître. Si la dette est là, elle est là. Si une entreprise vaut vraiment ce qu'elle vaut, tant mieux. Sinon, l'illusion finira par tomber. Après les 7 grands thèmes, The Economist aborde aussi 3 autres domaines importants qui méritent quand même qu'on s'y arrête. Il parle de climat, la santé et du sport. Déjà le climat. Sur le plan climatique, le constat est sans surprise. La planète va continuer de se réchauffer. Les hausses de température ne vont pas ralentir en 2026 malgré les discours, les promesses politiques et les sommets internationaux. La trajectoire reste inquiétante et les impacts se feront sentir de plus en plus clairement sur les phénomènes météo extrêmes, l'agriculture et les ressources naturelles. Autre sujet, la santé et plus précisément les nouveaux médicaments pour perdre du poids. Après le boom d'Ozempic et d'autres traitements initialement conçus pour le diabète mais qui réduisent fortement l'appétit, la tendance va s'amplifier. Selon The Economist, de nouvelles versions vont arriver, plus efficaces, moins chères et surtout sous forme de comprimés, donc plus faciles à utiliser. Et ça pourrait élargir l'accès à ces traitements à une population beaucoup plus large. En clair, pour faire simple, la perte de poids médicamenteuse pourrait devenir courante, presque banalisée. Et on arrive au sujet le plus surprenant, le sport. The Economist explique que même ce domaine longtemps perçu comme neutre va être rattrapé par les tensions politiques et sociétales. En 2026 aura lieu la Coupe du monde de football organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. 3 pays voisins, mais dont les relations sont loin d'être au beau fixe. Tensions commerciales, débats sur l'immigration et discours politiques agressifs. Le magazine évoque la possibilité d'un climat étrange autour de l'événement, moins de supporters qui voyagent, des boycotts indirects, une ambiance pesante. Mais le plus marquant, c'est l'arrivée des NNCN Games à Las Vegas en 2026, une compétition où le dopage sera autorisé. Oui, vous avez bien entendu, autorisé. Les athlètes pourront utiliser des substances pour améliorer leur performance sous le slogan « Célébrer la performance augmentée plutôt que la diaboliser ». Autrement dit, on parle plus de triche, mais d'une nouvelle catégorie sportive. Et le problème là, c'est que ça bouscule complètement les valeurs traditionnelles du sport. Équité, mérite, effort naturel. Et donc, est-ce encore du sport ou juste un spectacle dopé à la chimie? Est-ce une évolution logique ou une dérive totale? Le débat éthique est énorme et personne n'a encore de réponse claire. En conclusion, après avoir passé en revue les 10 grandes tendances pour 2026, une chose ressort clairement. Le monde est pris entre 2 forces opposées. D'un côté, le contrôle, de l'autre, la résistance. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir. N'hésitez surtout pas à me faire votre retour en commentaire. Je lirai absolument toutes les réponses. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur Telegram. Prenez soin de vous et à demain.